Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance. Aujourd'hui, un nouveau direct depuis le Périgord pour cette émission spéciale résidence alternée. Nous recevons aujourd'hui Pierre Besson qui est aussi un candidat sur la liste Défendre les enfants, défendre-les-enfants.fr pour les européennes. Alors, Pierre Besson, activiste militant en faveur de la résidence alternée depuis 2012, participant au mouvement du 16 mai 2018, etc. Administrateur de l'association Père-Enfant-Mère à Grenoble, actif dans plusieurs associations, Père-Enfant-Mère, droit des pères, SOS exclusion parentale, SOS aliénation parentale, avocat droit de la famille, ou la parentalité positive Belgique. Il a participé à l'université d'été de l'Assemblée des femmes à La Rochelle, ainsi qu'à la conférence internationale sur la résidence alternée au Conseil de l'Europe. Il a représenté la France dans la plateforme anglophone of European Favors et il a été représenté en France dans le groupe hispanique Primero Infancia. Et il est également candidat en tant qu'administrateur de l'UDAF 38. Pierre, bonjour, tu es avec nous ? Oui. Allô ? Oui, bonjour, tu vas bien ? Ça va bien aussi. Bon, très bien. Est-ce que cette introduction te convient ? Est-ce que tu veux te présenter un peu plus et dire ce qui t'a amené, toi, dans ton parcours ? Pourquoi est-ce que tu es devenu un activiste militant en faveur de la résidence alternée ? Pourquoi ? En 2012, j'ai essayé d'obtenir la résidence alternée et je ne l'ai pas obtenue. Et donc, je suis dans le mouvement pour que la résidence alternée puisse prospérer un peu plus en France. Depuis ce moment-là, c'était un petit peu avant le mouvement de la grue jaune. D'accord. Donc, pour moi, c'était évident pour un JAF que la résidence alternée était dans l'intérêt de l'enfant, mais je me suis aperçu que en France, il fallait démontrer que c'était dans l'intérêt de l'enfant. Et du coup, comme je ne m'étais pas préparé, je ne l'ai pas eu. D'accord. Et donc, depuis, tu as passé 10 à 12 ans à étudier la résidence alternée, puis à regarder ce qui l'a caractérisé pour t'y intéresser, pour réussir, pour l'expliquer, la justifier, en fait, c'est ça ? C'est ça. Et tout ce que je trouvais comme article de presse et tout ce qu'il pouvait y avoir comme conférences et comme travaux, je l'ai publié sur la page du collectif de la grue jaune qui était au début, qui s'appelait Égalité parentale pour nos enfants et qui maintenant est devenue Père-Enfant-Mère, l'association de Grenoble, où j'ai pu m'apercevoir que je n'étais pas tout seul à être dans ce cas. Et ça m'a fait du bien de voir que j'étais pas tout seul. Oui, non, mais ça, c'est quelque chose qu'on va dire à tous les parents, en fait, qui ont du mal parfois à voir leurs enfants, c'est que vous n'êtes pas des cas individuels, c'est pas fait spécialement pour vous. Malheureusement, vous appartenez à une grande famille. Voilà, ça, il faut aussi le dire aux gens. Bon. Après, j'avais Facebook, il y avait des pages, c'était pas des associations, mais c'était des pages, c'est toujours des pages, droit des pères, SOS exclusion parentale qui a disparu. Claude Néris qui nous regarde depuis là-haut, tout à fait. Avocat droit de la famille et d'autres, c'est des pages. D'accord. Bon, d'accord, tu voulais commencer par nous donner quelques statistiques. Oui, juste avant, je dirais que à l'Assemblée des femmes de La Rochelle, j'ai pu m'apercevoir quand même que le patriarcat pouvait être encore présent dans de nombreuses situations, comme par exemple la religion et d'autres situations aussi. Bon. Donc pour ce qui est des statistiques, je commence par 3 chiffres, 40%, 15% et 1%. C'est expliqué dans la page Credo qui est sur père-enfant-mère.free.fr. Donc 40%, c'est 40% des enfants sont privés d'un père par la garde classique. Des enfants de moins de 25 ans, c'est ça. Et 15% privés d'une mère. Et s'ils avaient été en résidence alternée, la proportion tombe à 1%. 1% de rupture du lien en résidence alternée pour des enfants de moins de 25 ans. D'accord. Ensuite, on pourrait parler des dangers que connaissent les enfants hors de la résidence alternée, mais c'est aussi en rapport avec le faible nombre de résidence alternée, c'est-à-dire que les enfants, il y a plus de rapports, informations préoccupantes sur des enfants en garde classique, c'est-à-dire un week-end sur 2 et moitié des vacances, qu'en résidence alternée. Bon, ça suit un peu la logique. Beaucoup de pères ne demandent pas la résidence alternée par autocensure et pour des raisons pragmatiques de plus grande disponibilité de la mère. C'est ce qui apparaît dans les documents qui sont dans la page Credo.
Ensuite, ce qui est assez révoltant en France, c'est que quand un père demande la résidence alternée et qu'une mère s'y oppose, le JAF la suit à 80% des cas, alors qu'en Belgique, c'est 50% des cas. Ensuite, j'ai publié aussi le pourcentage de résidence alternée par département. Et il faut savoir aussi que le pourcentage de résidence alternée, quand on est en concubinage, c'est la moitié de quand on est un couple marié. Et les deux raisons majeures de refus de la résidence alternée sont le conflit ou le jeune âge de l'enfant. Et nous allons voir comment ces raisons ne tiennent pas devant les dernières études scientifiques. Ok, on va enchaîner. Je crois que tu vas nous faire un petit historique. Oui, en 2013, sur la page Père Enfant Mère 2013, il y a 26 actions parentales qui sont énumérées. Et les plus qui ont rassemblé le plus de monde, c'est à Nantes, autour de la Grue Jaune. Et c'est aussi la manif à Paris où on était 250. À Nantes, on était 350. Ensuite, il y a une AG de la Grue Jaune constituante qui s'est tenue à Paris. Il y a eu aussi une action parentale à la cathédrale d'Orléans où il y avait 8 pères et une mère qui étaient montés sur la cathédrale. À Grenoble, on a un groupe dont le président René Fornet de l'association Père Enfant Mère a tenu 75 jours dans une cheminée de la compagnie de chauffage. C'était en bordure d'autoroute. On avait même mis une grosse manche à air de 3-4 mètres éclairée la nuit. Et à Saint-Brieuc, ils ont tenu 35 jours au rond-point du Carpon. Et c'est en 2013 qu'il y a eu aussi le colloque sur l'aliénation parentale à Lyon, où a figuré notamment Marc Juston, JAF français, qui est maintenant à la retraite et qui fait Marc des Juston conférences. qui est passé chez nous d'ailleurs, qui nous a fait le plaisir de faire 3 émissions avec nous, il y a 1 an et demi, je crois. Ouais. Et en 2014, une année plus tard, je me suis intéressé à une situation de kidnapping à Font-Romeu, puisque c'est un père sud-africain qui nous avait demandé de l'aide par rapport à un enfant qui avait été donné aux grands-parents et qui voyait donc plus ni son père ni sa mère. Et puis, on a participé à un groupe de travail sur la coparentalité organisé par un point rencontre local, La Passerelle, qui a fermé depuis à Grenoble. D'accord. Bon, ça, ce sont effectivement les heures de gloire de la lutte il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. C'était une lutte qui était extrêmement genrée, d'ailleurs, à l'époque. Le combat sur la résidence alternée a évolué. Il y a aujourd'hui énormément de femmes qui demandent la résidence alternée. Ce qui se passe, c'est que bien souvent, les gens la demandent en amont. Ils vont même pas forcément voir le juge. Ils s'entendent par rapport à eux-mêmes. Mais comme d'habitude, le problème que nous avons, c'est dans les cas conflictuels, en fait, où ils n'arrivent pas à s'entendre et qu'une tierce personne vient leur imposer, enfin, ils demandent l'avis d'une tierce personne parce qu'ils ne s'entendent pas par eux-mêmes, par ce que font les enfants. Et c'est là, effectivement, qu'il y a un souci d'attribution de la résidence alternée, je crois, de toute façon, en cas de désaccord de manière générale. C'est bien ça. C'est ce qu'ils appellent le conflit, mais le conflit existait avant la séparation aussi. Oui, tout à fait. Mais on va le voir un petit peu par la suite. Oui, mais on l'a vu avec Sébastien Dupont, quand on a fait l'émission L'état de la recherche universitaire sur la résidence alternée, que vous avez tous écouté avant l'émission, bien entendu, comme on l'avait demandé, qui explique effectivement que la résidence alternée est un pacificateur et que ça permet justement de diminuer le conflit, sachant que l'enfant privilégie l'accès à ses parents par rapport à son confort personnel. Mais bon, vas-y, enchaîne. Je crois que tu as fait une conférence en 2016, tu voulais noter la conférence de Sierre et ce qui avait pu s'y passer. Oui, donc le CIRA, le Comité international sur la résidence alternée, est un comité international qui organise des conférences. La première a eu lieu en 2014 et elle a posé l'état des lieux des recherches internationales. La deuxième conférence a eu lieu en 2015 à Bonn pour poser les meilleures pratiques professionnelles, légales et sociales pour permettre un développement optimal de l'enfant en cas de conflit de haute intensité. Mmh. Et c'est mon président, René Fornet, qui est allé en Suisse en 2016 à Sierre pour écouter Vittorio, un pédiatre qui a fait aussi un état à ce moment-là. D'accord. Donc il a montré les dommages résultant de la perte d'un parent et les difficultés ensuite, les dommages qui pouvaient résulter aussi des difficultés de l'enfant pendant son enfance, des problèmes qui peuvent arriver aussi après des dizaines d'années dans plusieurs domaines, psychologiques, biomédical, cytokine, social, c'est-à-dire le stress, psychiatrique, maladie inflammatoire chronique. La perte parentale est corrélée au risque d'avoir des crises de panique. On note aussi une augmentation de la protéine C réactive corrélée avec diabète type 2, maladie coronarienne et dépression, cortisol, ostéoporose, obésité, hyperglycémie. C'est tout dans la conférence de Sierre qui est dans les pages Père Enfant Mère dans la rubrique 2016. Le stress pendant l'enfance est négativement corrélé avec un bas niveau d'ocytocine lié à la dépression et à l'anxiété. On a parlé ensuite de la Suède avec les 35% de résidence alternée, une étude sur 150 000 enfants.
comme quoi les enfants en résidence alternée avaient moins de maladies psychosomatiques que les enfants en résidence exclusive. C'est l'étude Bergstrom. Une autre étude internationale sur 185 000 mineurs dans 35 pays notait un plus haut niveau de satisfaction de vie en résidence alternée parce qu'une bonne fréquentation des deux parents peut atténuer beaucoup les effets de la séparation parentale. Une autre étude sur 15 000 enfants en résidence alternée a noté que les enfants étaient moins sujets à la prise de drogue, de tabac, d'alcool, et surtout la détresse mentale. Oui, les films d'addiction et ce genre de choses. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est ce que beaucoup d'intervenants m'ont répété sur cette antenne, c'est-à-dire que l'enfant est un triptyque, qu'il a besoin de ces deux composantes parentales, sa composante paternelle, sa composante maternelle, qui peuvent être modernes aussi. C'est pas... Mais bon, une fois que l'ancrage d'attachement est fait, effectivement, couper un enfant d'un attachement parental qui a déjà été établi est très perturbateur pour lui, y compris au niveau de sa santé mentale et physique. Quand tu viens de le décrire, tu viens de décrire une série en fait de pathologies et de symptômes qui peuvent arriver lorsque l'enfant est privé d'un de ses parents. Et le but de la résidence alternée, c'est justement d'éviter que l'enfant perde son attachement, parce que perdre un attachement d'un ancrage qui est déjà fait, on a tous ce sentiment que c'est pas bon. Et ben en fait, les études aujourd'hui nous démontrent que nous avons raison en fait de penser cela. Voilà. Ils ont aussi mentionné qu'en 2015, le Conseil de l'Europe a préconisé une résidence alternée limitée en cas d'abus, de négligence ou de violence domestique. Ensuite, ils ont parlé de 2 méta-analyses avec 74% qui étaient positives sur ces 50 recherches en ce qui concerne la résidence alternée. Et la méta-analyse Nielsen, 40 recherches sur la résidence alternée. Meilleurs résultats à tous les âges. C'est dans la rubrique Père-Enfant-Mère outils. Il y a même une traduction en français qui nous a été certifiée, qui a été payée par un des pères qui a accepté de nous la donner. Ils ont fait des mesures émotionnelles, psychologiques, scolaires, cognitives et comportementales et santé physique. Et ils ont pu montrer qu'il y avait moins d'agressivité en résidence alternée, moins de délinquance, de drogue, d'alcool, tabac, douleur abdominale et sommeil. Ce que vous avez dit Sébastien Dupont aussi par rapport à ça, il avait dit qu'un enfant qui avait accès à ses deux parents durant sa croissance, même si les parents ne s'entendent pas, parce qu'un enfant, il sait ce que c'est qu'un conflit à l'école, il sait très bien ce que c'est que se disputer, se réconcilier, donc il comprend très très bien ça, mais il a besoin dans sa construction d'avoir accès aux deux, ça le stabilise beaucoup plus. Il peut changer de posture et de comportement quand il passe de l'un à l'autre, ça la recherche l'a bien montré. Et donc ce que tu me décris par rapport à cette conférence de 2015, je crois d'ailleurs que M. Dupont avait cité les mêmes études, d'ailleurs, il me semble. Et en dernier, je parlerai de l'absence de preuves de résultats négatifs sur des enfants en dessous de 4 ans. C'est l'étude Warshak et Fabricius, c'est-à-dire que la résidence alternée n'a pas de résultats négatifs sur les enfants en dessous de 4 ans, ce qui va absolument à l'encontre de ce qu'on peut lire quand on tape Google résidence alternée enfants en bas âge. Il y a un gros travail pour faire connaître ces études. Il y a une prise de conscience aussi chez l'enfant en résidence alternée que les soins sont un devoir des deux parents et pas seulement d'un seul. Et il y a des résultats négatifs de la résidence alternée seulement s'il y a une histoire de violence domestique ou de désaccord, conflit, père-enfant. Voilà pour la 2015. D'accord. Ouais, ça rejoint, on l'a vu avec des pédiatres ici, des neuropsychologues et autres, à partir du moment où l'enfant arrive aux 4 pattes, qui dépasse ses besoins fondamentaux, il n'y a plus de raison de privilégier l'un des rapports d'attachement parental. Par contre, comme disait M. Sébastien Dupont, on a très très peu d'études sur les enfants en bas âge, on peut en tirer moins de conclusions. Par contre, effectivement, les quelques études qu'on a n'ont pas montré d'impact particulier négatif. Oui. Et on va pouvoir parler de la conférence de Boston en 2017 qui a marqué un point de bascule grâce aux recherches pratiques de chercheurs internationaux pointant vers la présomption légale de la résidence alternée comme étant un droit fondamental de l'enfant. La charge de la preuve doit incomber plutôt à ceux qui la rejettent plutôt qu'à ceux qui la promeuvent. Doit incomber à ceux qui la rejettent. C'est-à-dire que, par exemple, en Belgique, il faut prouver que la résidence alternée est contraire à l'intérêt de l'enfant, alors qu'en France, c'est le contraire. Je vais parler du docteur Linda Nielsen encore, avec sa méta-étude de 52 études publiées en anglais et qui est traduite en français sur le site Père-Enfant-Mère, notant les effets avantageux de la résidence alternée sur une vaste gamme de mesures du bien-être de l'enfant. Ensuite, le docteur Richard Warshak a parlé dans sa publication d'un consensus sur les avantages de la résidence alternée sur des enfants en bas âge et des jeunes enfants, approuvé par 110 scientifiques issus du monde entier. Le docteur William Fabricius a parlé des avantages de la résidence alternée et de l'augmentation de l'engagement père-enfant sur la relation mère-enfant.
Son deuxième papier s'est concentré sur des enfants dont les mères ont déménagé, diminuant le temps du rôle parental des pères et aboutissant à des dégâts sur la relation père-enfant. Ces enfants montraient plus de délinquance, de drogue, d'abus d'alcool et une incidence plus grande de dépression et d'anxiété. Le docteur Sanford Braver a traité de l'ancien concept en l'expédiant. Ces études démontrant les conséquences de la résidence alternée sur l'enfant sont simplement des artefacts d'autosélection. On parle des études qui ont été publiées par docteur Berger, qui est le plus ardent opposant à la résidence alternée. Et donc, il disait que les études du docteur Berger sont contre la résidence alternée pour des questions d'artefacts d'autosélection, c'est-à-dire que l'échantillon induisait des résultats qui étaient négatifs à la résidence alternée. C'était pas un panel suffisamment large. Puis surtout, si je me souviens bien, si j'ai bien compris, il ne prend pas en compte les résultats récents de la recherche. Parce que la recherche surtout la recherche américaine anglo-saxonne, en fait, s'y est beaucoup intéressée de manière sociologique, parce qu'avec l'augmentation de la recomposition, le suivi accentué des familles, on a beaucoup de moyens d'observation. Voilà. On ne fait pas par contre de groupe témoin, comme nous expliquait M. Dupont, on ne fait pas un groupe sans, un groupe avec, mais la somme, la quantité nous permet de tirer des conclusions parce qu'on voit les groupes témoins en fait se font naturellement. Voilà. Et ensuite, je parle de deux autres docteurs et un troisième qui est William Austin, qui a parlé du capital social et du plus grand réseau d'adultes et d'enfants disponibles pour les enfants qui vivent dans des dispositions de soins partagés. Le capital social est un amortisseur important contre les nombreuses lances et flèches du haut niveau de conflit lors des divorces. Il peut être une source de relations positives importantes et une source d'opportunités pour les enfants au cours de leur vie. Il a aussi discuté le concept de garde barrière parentale, indiquant que limiter le contact et les transferts avec un parent peuvent être des formes de contrôle restrictif. Oui, ensuite, tu as vu un docteur qui s'appelle le docteur Patrick Parkinson, qui a parlé de sa recherche du transfert et ses effets sur les enfants et les parents, notant que les transferts validés par jugement ont souvent des conséquences profondément négatives sur des enfants et leur relation avec le parent délaissé. En gros, la garde classique a des effets profondément négatifs. Le Suédois Malin Bergström a présenté les résultats de son étude longitudinale d'enfants en résidence alternée, concluant que les enfants dans le soin unique ont presque 2 fois plus de problèmes de santé mentale et physique que ceux en résidence alternée. Une organisation qui est maintenant la norme dans son pays, qui est la Suède. Michel Lamb a traité de la question des nuits des petits-enfants avec leur père. Il a indiqué que des centaines d'études manifestent que la séparation parentale peut être dure pour les enfants et qu'ils peuvent s'adapter raisonnablement bien. Le facteur critique pour obtenir un résultat est si l'enfant entretient des relations saines avec les 2 parents. On pourrait noter que on parle d'un calendrier de Brazelton qui est même mentionné par le docteur Berger, qui, je vais en parler plus loin, mais qui conseille par exemple pour un enfant de 1 an de passer 1 an chez le père, un jour chez le père et 1 jour chez la mère. Un enfant de 2 ans, 2 jours chez le père, 2 jours chez la mère pour limiter ce temps de nuit loin d'un de ses parents. D'accord. Mais alors, tu sais, on pourra, parce que déjà 20h21, on pourra pas, je vois que tu as écrit plein de choses après, je les mettrai dans le commentaire de la vidéo YouTube, on pourra pas tout citer. On va, par contre, donne-nous les grandes lignes, explique-nous par exemple ce que c'est que la méthode de Cochem. Donc la méthode de Cochem, je l'ai vue en 2018 à Strasbourg, c'est le juge Jürgen Rudolph qui l'a développée. Pour lui, il donne 3 mois pour la résolution du conflit, c'est-à-dire un jugement JAF dans les 3 mois, par une médiation forcée devant une équipe pluridisciplinaire, et celui qui ne coopère pas perd la résidence de l'enfant. Les avocats n'écrivent plus qu'une seule page. Les clients sont tellement satisfaits d'être eux-mêmes parvenus à un accord qu'ils recommandent les avocats à d'autres parents. Et comme il n'y a rien d'écrit, qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit, il y a moins de cristallisation sur des paroles qui auraient pu être mal transcrites. Il y a moins de ressenti négatif. Alors ça rejoint ce que j'avais entendu. Je crois qu'il y a des pays du Nord où on demande aux gens de s'entendre avant d'arriver devant le juge. Et s'ils ne s'entendent pas, on leur prend les enfants le temps qu'ils s'entendent. Tu as entendu parler de ça, toi? C'est en Finlande, je crois, non? Ou c'est... On demande vraiment aux parents d'arriver à trouver un accord par eux-mêmes, sinon ils sont plus éducants. Ce qui rejoint un petit peu ça. Je voulais parler de la Belgique où on a le juge Marie-France Carlier à Dinan qui, elle, donne 1 mois pour la résolution du conflit. Dans le district de Liège, il y a 50% de résidences alternées, les femmes modernes pour la répartition des tâches. Les féministes ont fait passer la loi en Belgique sur la priorisation de la résidence alternée. Et il y a un article que je cite
qui le montrent. Alors, quelles sont les grosses oppositions à la résidence alternée que tu as pu identifier? Parce que tu as fait des conférences, on ne pourra pas lister. Encore une fois, je les mettrai en commentaire, mais on ne pourra pas toutes les dire ce soir. Hein. Tu es allé à Sierre, à Soissons, à Strasbourg, tu es allé à Athènes, tu as participé à plusieurs plateformes, etc. Généralement, quels sont les poncifs qu'on entend le plus, qui sont en défaveur de la résidence alternée? Eh bien, je ne suis pas tout à fait allé à Athènes, mais j'ai transcrit une vidéo d'un juge portugais qui était à Athènes. Et lui, il dit que en cas de fort conflit, c'est-à-dire quand les signes sont les suivants: rupture fréquente de communication, comportement non coopératif ou hostilité, le juge doit protéger l'enfant. Donc comment il peut le protéger? Il peut le protéger en le plaçant. Alors le juge disait le placer non pas dans une famille d'accueil ou une structure, mais dans une des deux familles de l'enfant. Car quand il y a un placement, en fait, normalement, c'est celui qui en a besoin, c'est pas l'enfant, mais c'est le parent. C'est le parent qui devrait être placé. L'enfant en vient à se sentir coupable d'avoir été placé, alors que le coupable, c'est son parent ou ses parents. Il vaut mieux placer l'enfant ailleurs, c'est-à-dire dans sa famille, dans le temps de la résolution de ces forts conflits. Le juge doit être là pour maintenir le couple parental, même en présence de forts conflits, même pour maintenir un certain type de contact lors de l'enquête suite, par exemple, à de fausses accusations ou d'accusations en présence d'experts. Car en cas de fausses accusations, c'est très difficile de restaurer un lien après 5 ou 6 ans de coupure de lien. Oui, c'est extrêmement rare, donc il faut le faire, il faut s'occuper de ce genre de choses dès le départ, immédiatement à la base. C'est un conflit qui est mal géré, c'est un conflit qui pourrit et qui devient quasiment insolutionnable, ce qui explique les ruptures de liens d'ailleurs, beaucoup. Oui, alors les arguments qui vont contre la résidence alternée, les poncifs, quand je te demandais ce qu'on entend le plus souvent, généralement c'est il est trop jeune, il est trop vieux, si j'étais un enfant, j'aimerais pas changer de résidence chaque semaine, c'est ça qu'on entend le plus souvent. Est-ce que tu as des réponses? Toi, moi je les connais les réponses à ça, mais est-ce que toi dans ton parcours, tu as vu passer des réponses à ces arguments-là? Moi j'ai une réponse personnelle par rapport à changer de maison toutes les semaines. En me mettant moi-même dans la position d'un homme qui aime 2 femmes, eh bien, je trouverais très normal d'apprécier d'aller une semaine chez une femme et une autre semaine chez une autre femme. D'accord. Donc, quand on aime 2 personnes, on a envie de passer le plus de temps possible avec chacune. Donc, une semaine avec l'une, une semaine avec l'autre, et tant pis pour les valises, c'est plutôt le maintien du lien que le maintien du lieu. Mais c'est ce que démontre la recherche, parce qu'en fait, l'argument disant qu'on transpose un raisonnement d'adulte sur un enfant ne fonctionne pas, parce qu'un enfant n'est pas un adulte, et l'enfant privilégie la qualité de la relation à ses parents, à ses 2 parents par rapport à son confort personnel. Et puis donc, il a été démontré qu'un enfant qui changeait de résidence effectivement chaque semaine, en fait, ça le dérangeait pas parce que ça lui donnait un accès à ces 2 composantes éducatives et c'était beaucoup plus important pour lui que de changer de chambre. Et d'ailleurs, il y trouve son intérêt parce qu'il peut avoir une posture différente dans les 2 endroits et on voit d'ailleurs des enfants qui changent totalement de comportement et d'attitude en fonction de l'environnement dans lequel ils se situent et ils y trouvent un petit peu leur intérêt. Alors ça devient un peu moins vrai lorsqu'ils approchent de l'adolescence et autres parce que là, eh bien, ils sont en début d'indépendance et puis le plus important, c'est plus l'accès aux parents, le plus important, c'est l'accès au groupe social et puis à commencer à s'envoler. Mais la grosse réponse par rapport à ce changement et autres, c'est que confirmation et pouvoir accorder à l'enfant l'accès à ses 2 parents est beaucoup plus important que son petit confort journalier. Voilà, c'est celui-là. Je ne sais pas si tu as vu ça dans une conférence, mais ça, en tout cas, ça a été sociologiquement démontré. Il va nous rester 1 minute 30 de pure théorie avant qu'on fasse arriver les questions. Est-ce que tu as encore un point que tu voudrais mettre en avant? Donc jusqu'à maintenant, la résidence alternée a été traitée à tort comme un thème local de droit des familles, alors qu'en fait, il s'agit d'un thème général de droit à la santé des enfants, un thème de santé publique. À mon sens, en plus de l'arène politique et législative, il est important de communiquer vers la sphère publique, à l'image de Michel Granja, qui est membre et même organisateur du CIRA, la conférence. Il a organisé la conférence à Strasbourg. On était 250, il y avait 1/3 de juges, 1/3 d'avocats et 1/3 de société civile. Et il a écrit beaucoup d'articles sur l'Obs, le club de Mediapart, Le Point, le HuffPost, Sud-Ouest, The Conversation, Le Monde, France Bleu, etc. Et il nous faut sensibiliser, éveiller les professionnels de santé prêts à relier ces travaux pour contrer la communication moyenâgeuse et dépassée de Berger et de ses adeptes qui font la pluie et le beau temps au Conseil supérieur de la magistrature et dans les IUT carrières sociales. Non seulement pour la résidence alternée, mais aussi pour la résidence alternée des enfants en bas âge. Bon, alors, Monsieur Berger, si vous nous écoutez, vous êtes la bienvenue pour venir vous expliquer et apporter la contradiction. Je serai très heureux de discuter avec vous.
parce que bon, quand on tape sur quelqu'un, il faut aussi lui donner une possibilité de se défendre. Mais effectivement, d'accord. Bah écoute, je crois que c'est extrêmement clair. Je vous dis à tous à la semaine prochaine. Ceux qui sont sur Facebook, vous ne bougez pas. Je lance le générique, je fais passer le direct et ensuite l'entretien continue sur les réseaux sociaux avec les questions des différents interlocuteurs. Pierre, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Famille, justice, enfance. Maintenant, entre nous. Oui, Luc, à toi. Luc ? Alors, je vois... Oui, alors nous avons une question là. Vous faites quoi des dysfonctionnements de la justice qui est réellement coupable et faut-il chercher un coupable ? Est-ce que je peux répondre ? C'est une globalisation, ça. Oui, vas-y. Ouais. Vas-y, réponds. Donc, en France, tel que je le comprends, la loi de 2002 dit le juge peut octroyer la résidence alternée. Donc, il a le pouvoir de l'accepter ou de la refuser. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'applique pas la loi, puisque la loi lui dit vous pouvez. Par contre, si c'était en Belgique, la loi elle dirait d'abord vous devez voir si vous pouvez mettre en place la résidence alternée, et si vous ne pouvez pas, il faut le justifier. Donc en France, on n'a pas une loi qui est formidable au niveau du Code civil. Ensuite, l'article du Code civil sur lequel les JAF se basent pour décider de la résidence, c'est le 373-2-11. Et le premier critère, c'est la stabilité, c'est-à-dire qui avait l'enfant avant l'audience. Et bien souvent, celui qui avait l'enfant avant l'audience l'aura après, parce que c'est le critère qui est le plus important en France, la stabilité. La stabilité de la garde avant l'audience. Oui, même si la stabilité, parfois, ne date que de quelques jours. Ou alors c'est un kidnapping qui permet d'asseoir cette stabilité. Voilà, c'est ça. Pour ne pas changer l'enfant d'environnement, on va rester comme il est depuis une semaine. Effectivement, ça, je l'ai vu écrit de nombreuses fois, oui. Et le respect du lien de l'autre parent avec son enfant vient qu'en 6e position, il me semble. Donc, c'est vraiment pas le critère important en France. Et ça mériterait d'être remis dans l'ordre. Oui, parce que les études montrent que pour l'enfant, c'est ça qui est important. Absolument. Alors, pour faire bouger un peu les mentalités... Vous voulez une autre question ? Ouais, vas-y. Les mentalités déjà fait tribunaux par les instances européennes, le CEDH, le CID. Encore faudrait-il faire condamner la France, ce qui suppose qu'il devrait y avoir plus de justiciables qui doivent aller porter plainte. Après appel et cassation, certes. Qu'est-ce qui répond ? J'ai un peu de mal à comprendre. Je ne sais pas si vous avez... Bah vas-y, si tu peux répondre. Vas-y. Tout d'abord, pour porter plainte, il faut qu'il y ait un code... Il faut qu'il y ait un article du Code pénal qui soit enfreint. Donc, quel est l'article du Code pénal qui est enfreint par la France quand il ne donne pas une résidence alternée ? La résidence alternée, c'est du civil, c'est pas du pénal. Est-ce qu'il y aurait une infraction ? Je ne vois pas trop laquelle. Ensuite, les JAF, ils sont un petit peu, je pense, l'image de ce que pense la société. C'est-à-dire, si la société considère qu'une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois est plus en capacité de s'en occuper après, le JAF en est un petit peu l'écho, j'imagine. J'ai une petite divergence par rapport à ça. Moi, je pense que le JAF est en retard sur la société contemporaine. Quand tu regardes dehors, tu vois quand même... tu vois beaucoup tu vois que les parents s'impliquent beaucoup plus. Tu as aussi la modernité, tu as mariage pour tous maintenant. On a fait ici des émissions avec des couples de la modernité. Donc parler de père, de mère, si tu veux, ça devient quasiment... Enfin, c'est un discours qui est un petit peu daté. Et on a plutôt l'impression que la situation est un peu archaïque
D'où les demandes de la liste de modernisation, de transition numérique, d'automatisation, pour justement éviter que le... Et puis tu sais, JAF, c'est pas tellement de spécialité, hein, c'est en septembre, le président du tribunal met, pour s'occuper des couches culottes, ceux qu'il n'a pas réussi à caser ailleurs. C'est pas forcément une vocation, et ça par contre, ça a des effets induits, hein, c'est assez embêtant aussi. On parlait de Nicolas Moreno à la CEDH. J'ai pas l'impression qu'il ait obtenu grand-chose. En fait, il est allé en cassation. Oui, quelqu'un, tu veux parler, Luc? Non, c'est bon. Donc, en cassation, il a obtenu... C'était pour lire le commentaire, donc allez. Ah. Il a obtenu que son affaire soit rejugée dans une nouvelle cour d'appel, mais tout ça, ça a duré des années. Et bien qu'il y ait eu... un éloignement géographique volontaire au début, il n'a pas réussi à contrer ça. Ouais, c'est le problème de la judiciarisation, c'est trop lent. C'est pour ça que dans la liste, nous on demande de déjudiciariser pour qu'il y ait justement moins de procédures, parce que c'est pas à nous de payer ces sommes folles, c'est pas à nous d'attendre des années pour qu'on s'occupe de nos enfants, il faut trouver des solutions plus rapides en fait. En fait, pour avoir lu ces jugements, j'ai l'impression que le JAF... Pardon ? Le JAF a pris conscience qu'il y avait eu une volonté de couper le lien, mais le JAF n'a pas rétabli pour autant le transfert de résidence au père. On a une petite remarque. Alors, les gardes alternés sont également soumis à la distance qui sépare les parents, mais si le père ou la mère sont à environ 60 km l'un de l'autre, pour l'école, on arrive à 30 km pour chacun. Alors... Oui, ça commence à faire Pourquoi beaucoup. Il dit ça. Moi, j'ai eu des cas à Paris où il y avait 2 km et la résidence alternée a été refusée. Et le père a fait tellement de manifestations devant le tribunal toutes les semaines qu'à la fin, la mère a eu marre de la médiatisation et a lâché l'enfant. Un week-end sur deux, enfin une semaine sur deux, pardon. Oui, résidence alternée, il faut rajouter, et ça on l'avait dit aussi avec M. Dupont, qu'il faut que les conditions soient réunies. Il est évident que s'il y en a un qui est à Lille, l'autre à Marseille, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est évident. On ne peut pas demander aux enfants de passer 1 heure, 2 heures tous les jours dans la voiture avant et après l'école. Pas possible, quoi. Donc il faut trouver aussi des solutions par rapport à ça, c'est évident. Ouais. Il y a Papa Jules qui dit que l'un des refus principaux de la résidence alternée, c'est les distances géographiques. Mais moi, ça m'étonne que des parents qui soient éloignés demandent la résidence alternée avec cette considération-là de dire que 1 heure de route par jour, c'est dommageable pour leur enfant quelque part. Ça m'étonne qu'il y en ait qui demandent alors qu'ils seront éloignés. Tout à fait. Et je pense que c'est aux parents de déménager. Je sais que beaucoup de gens que je connais ont déménagé pour avoir la résidence alternée et quelque part et s'impliquer dans son rôle de parent, et c'est entièrement à leur honneur d'ailleurs. Et justement, mais on parle dans le même commentaire d'éloignement géographique volontaire et qui souvent a lieu après le jugement. Et donc, il y a une autre remarque qui dit que l'éloignement ne devrait pas avoir lieu après la séparation, mais avant, il faut mettre en place cette garde alternée. Et je voulais faire une petite remarque. Tout à l'heure, on avait des personnes qui voulaient rentrer en live durant la radio. Et donc, il y avait Jean-Luc et Christelle. Et on vous ouvre les portes si vous voulez venir échanger avec nous. Maintenant, c'est bon. Je voudrais parler des EGV, si je peux rapidement. Oui, tu voulais parler... Des EGV, c'est-à-dire l'éloignement géographique volontaire. Donc, déménager, c'est un droit. Par contre, est-ce que l'enfant va rester avec le parent qui a déménagé? C'est toute la question. La loi, en fait, le Code civil dit qu'il faut prévenir en temps utile avant le déménagement. Il y en a qui voudraient dire que le temps utile, c'est ce qui permet de saisir le JAF et d'avoir une audience et d'avoir un jugement. Et l'autre article de loi, c'est le Code pénal qui dit qu'on doit donner l'adresse, la nouvelle adresse dans les 1 mois qui suivent le déménagement. Donc, en fait, quand quelqu'un déménage, quand un parent déménage, soit celui qui est resté sur place saisit le JAF et à ce moment-là détermine la juridiction comme étant celle du point de départ, soit c'est le parent qui a déménagé qui saisit le JAF et à ce moment-là, la juridiction, c'est le point d'arrivée.
Et donc, c'est au plus diligent, le plus rapide à saisir le JAF. Donc, le GV, à mon sens, ça ne peut pas être interdit. Par contre, il y a la question des enfants et là, le JAF décidera. Oui, c'est une problématique. Alors voilà, Jean-Luc et Gisèle ont entendu mon appel, donc si vous voulez intervenir. Oui, bah là, Oui. C'est Gisèle, vas-y. J'interviendrai en deuxième. Donc, je vais intervenir très rapidement. Donc, on constate en fait, mais que l'important justement d'avoir une garde alternée qui soit validée dès le départ de la séparation, puisque avant séparation, le couple était marié ou pas, était ensemble. Donc, je vois pas en quoi l'éloignement intervenir directement. Donc, s'il y a une garde alternée, ça veut dire l'enfant va pouvoir avoir ses deux chambres et tout va commencer à se mettre en place. Et je pense que les risques, d'ailleurs, ça a été démontré avec toutes les études, les risques de conflit vont être forcément atténués. On est d'accord. Ouais, mais il peut y avoir quand même des éloignements géographiques après la résidence alternée. Hein. Un parent est toujours libre de déménager. Hein. Après, que va devenir l'enfant, c'est la question. Oui, mais il est plus responsabilisé. Je veux dire, quand tu as une résidence alternée, donc déjà, il faut que chaque parent puisse avoir une chambre pour recevoir le ou les enfants, ce qui nous amène aussi sur la problématique des logements sociaux. Je veux dire, quand tu demandes un logement social, il faut aussi que, même si tu n'as pas totalement la garde des enfants, moi je suis pour les logements sociaux, et il faut que tu puisses avoir la possibilité d'héberger ton enfant, parce qu'autrement, quand tu feras la demande, tu ne pourras pas, et tu seras coincé. Ça, c'est le premier point. Et puis, le second point, c'est par rapport à l'enfant, si tu veux, une fois que la résidence alternée est mise en place, les parents sont quand même beaucoup plus responsabilisés. Si tu veux, un enfant, c'est pas un sac de sport. Dès qu'il arrive au collège et autres, tu peux pas le changer d'école toutes les années. Enfin, certains qui ont des métiers itinérants le font. Tu as certains métiers de la fonction publique où à chaque promotion, tous les ans, tu déménages parce que tu as une nouvelle affectation. Ça se passe pas bien pour les enfants quand c'est comme ça, d'ailleurs. Donc il y a un intérêt à pousser vers la stabilité, beaucoup. Je veux bien intervenir. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Moi, j'aimerais plus parler du concret parce que au moment de la séparation, j'ai fait écrire mon fils grand pour lui demander, lui, comment il voyait les choses. Voilà. Donc, je trouvais ça assez important de voir. Il avait quel âge? Comment à cette époque, je dirais 10-11 ans environ. Et donc, par rapport à ça, c'était intéressant parce que lui, il avait sa vision à lui. Et je lui ai demandé concrètement de poser des horaires. Voilà. C'est quelque chose de très, très précis. Et ensuite, j'ai réajusté avec lui pour faire à peu près 4 jours moi et 3 jours chez papa, avec une alternance assez rapide parce que j'estimais qu'effectivement, une semaine chacun, c'était trop long. Voilà. Donc, ça s'est bien passé. Donc, on était en quasi-résidence alternée. Voilà. Et puis, en fait, j'ai eu droit au juge des enfants. Et à partir de là, j'ai eu 0% et lui 100%. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je n'ai aucune nouvelle de mes enfants. Et donc, pour moi, la résidence alternée n'a plus de sens aujourd'hui dans ce positionnement-là. Voilà, c'était juste une information complémentaire. D'accord. Pierre, vas-y, après, parce que moi, j'ai un avis sur ça aussi. Vas-y. Moi, je dirais juste que le juge des enfants a priorité sur le JAF et peut effectivement casser une résidence alternée. Pas du tout, parce qu'au niveau des textes, en fait, c'est le JAF qui a beaucoup plus de prérogatives que le juge des enfants. Et après, il y a eu une espèce de combo, dans le sens où il y a eu 5 renvois de l'audience JAF pour être placés après l'audience juge des enfants. Donc, on a le sentiment qu'il y a eu un genre de stratégie pour justement légaliser ou légitimer quelque chose qui n'aurait pas dû être si l'audience JAF avait eu lieu avant les 5 renvois. Donc moi, je suis comme Morgane
prise par des phénomènes de corruption de la justice, malheureusement, au détriment de mes enfants. Et aujourd'hui, c'est aussi ça le problème, entre guillemets. Voilà. Pierre? Moi, je dirais que le juge des enfants, il est là pour protéger. Donc, c'est un juge de l'urgence. Donc, pour moi, il passe toujours devant le JAF. Il y a un jugement de cassation en jurisprudence qui dit, comme Christelle, que lorsqu'il s'agit de la résidence de l'enfant, c'est le JAF normalement qui est censé être prioritaire. Enfin, disons, on a ça c'est un point, on a une problématique de coordination entre JAF et JDE. On est assez nombreux à se retrouver parfois dans des petites bagarres de poulailler entre des JAF et des JDE qui ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est très souvent, c'est quasiment tout le temps dans ces cas-là, lorsqu'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est tout le temps l'enfant et la famille qui en pâtit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je suis en désaccord sur le principe de demander l'avis des enfants en bas âge. Pourquoi ? Parce que un enfant, surtout lorsqu'il a 10 ou 11 ans, ce qu'il veut à l'intérieur de lui, même si tout le monde dira « c'est pas vrai », si ça a été démontré, l'enfant, il veut plaire à ses parents. Et d'ailleurs, suivant que l'enfant est en présence de tel ou tel parent, il tiendra un discours différent sur le même point, sans forcément s'en rendre compte. Et donc, aller dire qu'on écoute la parole d'un enfant de 10 ou 11 ans, c'est le mettre en situation de vulnérabilité et en situation où il peut recevoir des pressions. C'est extrêmement dangereux. Je comprends tout à fait ce que Christelle a essayé de faire, mais il y a quand même plein de dossiers que j'ai lus où il suffit de prendre un enfant de 10 à 11 ans, lui faire raconter des erreurs, et puis, vu que c'est sa parole à lui qui tient, on écoute ce que dit l'enfant, et quelque part, l'enfant est soumis à une très très grande pression. Si on veut décharger l'enfant des pressions, il faut surtout pas que ce soit lui qui transmette les messages, qui se mette entre les deux, et qu'il ait le sentiment d'avoir un pouvoir de décision. Enfin, ça, c'est un avis que je sais que c'est pas forcément celui de tout le monde, mais c'est celui que j'ai acquis au fur et à mesure du temps. Voilà. Personnellement, quand moi j'ai fait écrire mon fils, c'était le plus grand des deux, c'était plus dans la volonté après de discuter en lui expliquant qu'effectivement, par rapport à certaines commodités du quotidien, par rapport aussi aux activités, parce que moi dans la résidence alternée classique 7-7, ce qui pose un souci, c'est les clubs. Par exemple, un club de sport, j'ai peut-être pas forcément envie de faire l'alternance. C'est-à-dire que si j'inscris un de mes enfants à une activité, j'aime qu'elle soit suivie par le parent et par l'enfant. C'est pour ça que moi, j'avais choisi plutôt le 4-3 pour justement avoir une base fixe, à savoir sur des jours précis, pour pouvoir mettre en place tout le panel d'activités correspondant à ces jours-là. Alors là, sur la résidence alternée, moi je sais que ma fille faisait 2 leçons de cheval dans la semaine où elle était avec moi, une mercredi et une le samedi, puis elle n'en faisait pas parce qu'elle était avec sa mère. Donc elle avait autant que les autres, elle n'avait pas la moitié que les autres. On s'était entendu comme ça. Bon, ce n'est pas possible pour toutes les activités, bien sûr. Et moi, je pense on avait un petit commentaire un peu coup de poing là. On parle beaucoup du code civil et du code pénal qui concerne surtout la France et là on se dirige vers l'Europe. Est-ce qu'il faudrait pas un petit peu recentrer sur le débat sur la Convention internationale des droits des enfants? Je relis un commentaire que je vois sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et on voit aussi l'éloignement d'une certaine manière. Il y avait un exemple, une garde alternée entre le Canada et la France, c'est-à-dire que les enfants vont 1 an au Canada et 1 an en France. Et au niveau de l'Europe, donc dans la garde alternée, donc c'est dans le programme. Si quelqu'un veut développer, dis Pierre. Il faudrait, en fin de compte, vu qu'on vise l'Europe, chercher à harmoniser les lois entre les pays, quoi. Et Pierre, en plus, je crois que tu es en contact avec la Belgique. Oui. Pierre ? Une dizaine de pays qui participent à une conférence tous les mois. Et moi, je pense qu'il faudrait que la législation française, elle vienne au niveau du Petit souci de connexion avec Pierre. Bon, il est un peu figé là.
Pendant qu'on va attendre qu'ils se reconnectent, moi j'ai vu passer qu'il y a un projet d'écriture d'un code civil au niveau de l'Europe. C'est un embryon. Nous, on pousse parce qu'on pense que ce serait bien, même si pour l'instant il est rédigé en anglais. Mais il faudrait que pour nos enfants, la recomposition et le transfert dans l'espace Schengen et autres, il faudrait déjà que les juridictions, qu'on puisse faire en sorte de s'entendre pour les problèmes familiaux et les problèmes d'enfants d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne. Ce serait vachement bien. Pierre, t'es revenu là? Tu nous entends? Oui, est-ce qu'on m'entend bien là? Là, c'est revenu. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Donc, c'est l'article 374 du Code civil belge. À défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents. Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire. Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. Ah oui, donc là, il n'y a pas de question à se poser. En Belgique, c'est vraiment... on part du principe que c'est l'égalitaire, et si ça n'est pas possible, on fait de l'inégalitaire. C'est dans cette direction-là que ça va. Oui. Ouais. Je voudrais parler aussi des adolescents en résidence alternée. Il y a une vidéo que j'ai pu voir il y a quelques années qui s'appelle Tom, 9 ans, résidence alternée. C'est publié sur une page qui s'appelle Les Enfants de Salomon. Et on voit que l'adolescent, il est chez un parent, il fait une activité sportive, et après l'autre parent ne veut pas amener l'enfant à cette même activité sportive. Donc l'enfant, il dit, la résidence alternée, ça me casse mes activités sportives, je veux en sortir. Je veux aller chez le parent qui va m'amener toujours faire ce que je veux faire comme activité sportive. Voilà, c'est un des exemples d'adolescent qui est contre la résidence alternée. Je peux le comprendre, je pense. Ouais, mais là, je pense qu'il y a un Si les parent, il y a un parents parent arrivent pas à fautif quelque s'accorder. part, là. Là, il y a un parent qui Ouais. ne joue pas le jeu, je pense. Hein. C'est, Tout à fait. Alors, il y a une remarque. L'harmonisation européenne est hors de propos car la situation est très différente d'un pays à l'autre et le saut pour chaque État serait une nouvelle norme qui s'imposerait alors qu'on n'est même pas capable de faire appliquer chez nous notre droit. Ouais. Mais je pense qu'on est plutôt dans la logique d'essayer justement de relever les lois Ben, par rapport à un pays qui servirait de référence pour essayer d'harmoniser sur tous les autres pays, quoi. ben voilà, parce qu'autrement, tu prends ton enfant, tu vas en Italie, et puis c'est fini, notre parent n'existe plus. Tu vois, on ne peut pas faire ça. Enfin, il faut qu'on se batte contre ça. Oui, il faut Voilà. aller vers le haut. Hein. Bien sûr. Et justement... Et l'interconnexion des justices de chaque pays pour garder justement le contact si jamais chaque parent est dans un pays différent, quoi. Ah ouais, non, ça, pour le pénal et pour plein de choses, ce sera très compliqué. Mais pour la partie civile qui concerne les familles et les enfants, je pense qu'il y a un intérêt à essayer de se coordonner au niveau de l'Europe, bien sûr. Je voudrais citer la juge Carlier de Dinan en Belgique qui applique dans la méthode Cochem, qui est la reconnaissance de l'égalité de principe entre parents dès l'arrivée de l'enfant. Et c'est le seul modèle préventif de l'aliénation parentale, car certains parents s'emparent d'un droit qu'ils n'ont pas encore. Voilà. Il ne faut pas que l'aliénation parentale se cimente, parce qu'après, c'est impossible de faire marche arrière. Ah oui, et avec Sébastien Dupont, on a vu aussi que la résidence alternée, elle fonctionne surtout si jamais les parents étaient investis dans l'éducation de l'enfant, les tâches de l'enfant avant la séparation. C'est-à-dire que les deux parents participent à l'éducation de l'enfant et la résidence alternée permet de faire un prolongement à ce qui existe déjà. Si jamais auparavant, donc si l'ancrage parental n'était pas fait, l'ARA ne permettra pas forcément de le faire. Il faut que l'ancrage ait déjà eu lieu, ça c'est important. Alors, le ministre de la Justice a refusé de légiférer l'évolution de la résidence alternée. La France ne respecte pas le droit de l'enfant. La convention de l'article 9 de la CIDE favorable.
Oui, mais tu sais, c'est tellement le souk en France, les institutions se désagrègent énormément, que c'est pour ça que nous, on est pour Moi, une j'ai une automatisation puis une simplification. Vas-y. J'ai une réponse là-dessus. Ouais. C'est que, en fait, le ministère de la Justice, il répond la même chose que les féministes qui, en France, sont contre le partage des tâches, puisqu'elles sont contre la résidence alternée, j'ai envie de dire. Et donc, le ministre de la Justice, il répond en disant, il y a peu de pères, de parents qui demandent la résidence alternée, pourquoi légiférer Eh ben, la réponse, c'est que, puisque c'est dans l'intérêt de l'enfant, c'est là qu'il faut légiférer. Bien sûr. Bien sûr, et puis il faut arrêter de parler de père et de mère. Je veux dire, l'enfant, il a accès à ses deux parents, point final, parce que si on se met que sur un thème féminin ou masculin, après, on est vulnérable à une défense de type masculin ou féminin aussi. Donc, il faut globaliser. Nous, l'approche de la liste, elle est très simple. C'est décharger tout ce qui est décision subjective, tout ce qui est automatisé. Sur les calculs des pensions alimentaires pourraient être automatisés, puisqu'on a tout avec la déclaration d'impôt, la CAF, on pourrait tout régulariser en janvier, adaptation, tout pourrait être fait automatiquement. Déjà, on pourrait enlever de tout ce qui est accès au JAF et au JDE, tout ce qui est administratif. Tout ça, ça pourrait être automatisable si jamais les tribunaux faisaient leur transition numérique, comme l'en fait la CAF, les impôts sur le revenu, avec France Connect et autres. Ça permettrait de s'occuper vraiment des problèmes qui méritent qu'on s'en occupe. Et donc l'approche qu'on a, nous, c'est d'enlever le subjectif, d'aller vers l'automatisation. Et déjà, ça permettrait d'enlever beaucoup de problèmes, quoi. Ça simplifierait la vie de beaucoup de gens. Tout serait plus rapide aussi. Voilà. C'est l'approche de la liste. C'est ce qui m'a marqué dans le programme de la liste, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question? Alors... Il n'y a pas vraiment de question. Et en fin de compte, ce qu'il y a, c'est qu'on vise les Européens. Donc la campagne au niveau européen doit surtout reprendre l'esprit des lois partout en Europe, c'est-à-dire arrêter la guerre entre parents et installer l'équilibre éducatif par socle. Oui. Sinon, il y a des histoires... Oui, c'est ça. Si tu automatises et puis que tu enlèves tous les guidons nuances féministes sur les flammes, c'est-à-dire si tu enlèves au maximum les avocats et puis les décisions subjectives, tu verras que ça va être tout de suite beaucoup plus calme, hein, parce que autrement, on n'en finit pas, hein, se crêper le chignon comme ça durant des années. Hein, il y a un intérêt à arrêter ça aussi. Jean-Luc et Christelle, vous avez d'autres questions peut-être? Moi, j'avais une proposition peut-être, oui. Ne serait-il pas possible de faire, j'allais l'écrire, donc de recentrer en fait l'intégralité des études et des conférences pour justement faire notre synthèse et justement abonder dans notre programme et le justifier, puisque apparemment là j'ai vu il y a une foule de synthèse, d'études, de professionnels qui se sont positionnés, quel que soit le côté. Mais si on en faisait une synthèse, ça permettrait certainement d'éviter justement tous ces échanges qui peuvent être stériles et qui nous permettraient de se positionner sur quelque chose vraiment de factuel, c'est-à-dire avec des chiffres, avec des études, avec des Oui, mais ça, justement, je l'ai fait l'an dernier. J'ai fait une émission de référence avec Sébastien Dupont, qui est un chercheur universitaire qui dirige un diplôme universitaire de thérapie familiale, je crois, où on a fait l'état de la recherche universitaire sur la résidence alternée. Je l'ai posté sur le groupe WhatsApp, le groupe Blabla et autres. Et il explique très bien en 20 à 25 minutes. Donc, il dit qu'il faut se méfier des arguments d'autorité, disant « Mais moi, dans mon cabinet, j'ai vu que... » Dans ton cabinet, tu as vu un microcosme
microcosme de choses qui se passent mal. Il faut éviter les arguments de type les raisonnements des adultes s'appliquent aux enfants. Non, un enfant en construction ne voit pas du tout le monde de la même manière qu'un adulte, il n'appréhende pas son environnement de la même manière. Et il y a énormément de... La résidence alternée, par exemple, a été démontré que c'est un moyen de lutter contre la pauvreté, notamment qui après les séparations, parce que ça permet aux deux parents de travailler, alors que le schéma occidental français enferme, on va dire, certains parents dans des tâches éducatives, et ça nuit à leur carrière, ça nuit aux poursuites de leur vie personnelle. Il y a ça. Ensuite, là, aujourd'hui, Pierre m'a donné 8 pages. 8 pages qui vont être extrêmement intéressantes, mais ça, je vais les mettre en ligne. Elles seront dans le commentaire du podcast de cette vidéo YouTube. Et de la même manière que sur le site, on a fait une page spéciale aliénation parentale, que Gaël a bien complété hier d'ailleurs, et dans lesquelles il y a aussi plusieurs émissions de radio, avec Jean-Pierre Comfort, avec Marie-Estelle Dupont, avec un certain nombre d'intervenants comme ça, de haut niveau, qui s'expriment. Peut-être qu'on peut faire une page aussi sur la RA où on reprend tout ça, parce que écoute, tu as raison, on entend beaucoup de contre-vérités, de poncifs, et puis tu as une école, visiblement, qui est extrêmement bien implantée au niveau de l'école de la magistrature, au niveau de l'Assemblée nationale, qui nous empêche d'avancer et qui se repose sur des avis subjectifs, mais qui sont complètement faux, voilà, qui n'ont aucune... J'avais également un petit point à préciser par rapport au JAF et au juge pour enfants. En fait, le JAF a l'autorité de décider par rapport à la garde, mais le juge pour enfants a l'autorité de pouvoir supprimer. C'est un petit peu la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'un juge pour enfants pourra supprimer la garde à l'un ou à l'autre, ou atténuer, mais c'est le juge pour le JAF qui pourra déterminer une garde, quelles que soient les modalités. Puisqu'il y avait eu un échange à un moment par rapport au... Je crois qu'il n'y a que le procureur et le juge des enfants qui peuvent rompre le droit parental de manière préventive. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois qu'il n'y a que le procureur et le juge des enfants qui peuvent dire, sans savoir, dans le doute, j'interromps ce droit-là. Je crois que le JAF doit le justifier. Il ne peut pas interrompre un accès sans justificatif, je crois. Pierre, c'est ça? C'est pas, je me trompe, j'ai bien ça ou... Oui, le JPE, c'est un titre de prévention. Moi, j'étais coupé de la question, là, parce que j'ai une mauvaise connexion en ce moment. On parlait du JAF et du JPE. Je vais faire Joker, peut-être. D'accord, bon, ouais. Ok. Par contre, pour la question suivante, là, on peut répondre facilement. Celle de Papa Jules qui dit la RA n'est que de 11% en France parce que les pères ne la demandent pas, mais ils ne la demandent pas, comme je disais, pour des questions d'autocensure et des raisons pragmatiques de plus grande disponibilité de la mère. Mais la réponse, c'est pourquoi ils ne la demandent pas? Parce qu'ils ne sont pas aussi poussés par la loi. Si la loi intégrait que la résidence alternée était le mode de garde le moins dommageable pour les enfants après la séparation, le législateur encouragerait la résidence alternée comme en Belgique. Oui. Puis il y a une autre réponse par rapport à ça, tu vois, les femmes en fait sont moins payées que les hommes, mais elles sont d'accord puisqu'en fait elles ne demandent pas. C'est pareil. Voilà. Pour ce qui est de la question des revenus, moi je pense que si les femmes étaient plus payées que les hommes, c'est les hommes qui donneraient le biberon et c'est les femmes qui iraient travailler. Bon, oui, peut-être. Ouais. Non, c'est une petite blague. C'est pour dire que c'est pas parce que les gens ne demandent pas quelque chose que c'est bien. Tu vois, c'est peut-être l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. C'est un combat qui a eu lieu que personne ne conteste aujourd'hui. Visiblement, je pense que les parents qui veulent s'impliquer auprès de leurs enfants, je ne sais pas pourquoi on leur refuserait. Après, tout le monde ne veut pas. Il y a des gens qui n'assument pas, il y a des gens qui n'ont pas envie. C'est pas ça dont on parle. On parle des personnes qui ont envie et qui le font et qui veulent accéder à leurs enfants. Ça paraît logique. Enfin, il est extrêmement critiquable de dire que de manière idéologique, non, on veut empêcher quelqu'un qui veut s'occuper de ses enfants, on va l'empêcher de le faire. Ça, c'est de plus en plus discutable. Voilà.
Ce sera peut-être la conclusion. C'est possible. J'ai Bon. mis 2 liens là sur le chat là. J'ai mis une page de Summit for You. Ça, c'est la page du CIRA. C'est le coût social du droit de visite et d'hébergement, c'est-à-dire le coût social de la garde classique. Et c'est un document en 4 ou 5 pages qui recense tous les documents scientifiques pour la résidence alternée. Et je pense que c'est un document vraiment de base qui recense toutes les conférences qu'il y a eu. Ok. Et le deuxième lien, c'est les enfants de Salomon des résidences alternées que les ados n'aiment pas quand leurs activités sportives ne sont pas Bien sûr. suivies chez un parent et l'autre. Tu me les feras passer parce que le chat du live Ouais. disparaît à la fin du live. Tandis que Ok, ce que très tu me bien. feras passer en message, je pourrais les mettre, tu vois, dans cette future page et puis surtout dans le descriptif de la vidéo YouTube que je vais faire ensuite ce week-end. Ou sinon, je le mets en commentaire dans le replay. Aussi, oui, oui. Si tu me l'envoies, je peux les rajouter à la liste que tu m'as donnée. Ok, je fais ça. Okidoki. Christelle, un dernier mot peut-être ou Non, bah écoutez, merci en tout cas pour ce super live comme d'habitude. Voilà, à très bientôt. Bon. Ben écoute, j'espère que ça se passera pour le mieux et que tu réaccéderas à tes enfants parce que franchement, au XXIe siècle, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'empêcher un parent d'accéder à son enfant lorsqu'il en exprime le besoin, l'envie et qu'il n'a pas été démontré à 100% et avec certitude qu'il n'en est pas capable. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça devrait se passer. Je pense que les expertises d'institutions, leur rôle ne devrait pas être à regarder est-ce qu'il est comme ci, est-ce qu'il est comme ça, mais juste est-ce que vraiment il est démontrable qu'il n'est pas apte à son rôle parental, c'est tout. Si on se limitait à ça, déjà, on dégagerait beaucoup de pollution de ces pseudo-enquêtes là qui sont payées une misère et qui mettent un temps énorme à être réalisées. Quand on voit le désastre que c'est de perdre un de ses parents dans un accident de voiture, ce que ça fait aux enfants et de voir ce que c'est que ces enfants qui sont orphelins, qui n'ont pas de parents, se dire qu'en fait on empêche des parents qui sont potentiellement bienveillants ou qui peuvent apporter quelque chose, on les empêche de le faire, c'est absolument incompréhensible. Et il y a vraiment un intérêt à lutter pour ça. Voilà. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Si on va. Au revoir. Au revoir.